parle plus que de cela. Depuis que l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption, ASCE-LC, a rendu public son rapport d'audit sur 3 importantes institutions de la République, les débats tournent autour de la valse des milliards de francs CFA dénoncés par les conclusions de cet audit. Nous en parlons donc à juste titre au tribunal de l'actualité avec les juges qui siègent à l'audience d'aujourd'hui. Bonjour, juge Bernard Bougman. Bonjour, président Tomangui. Bonjour, juge Vara. Bonjour, madame, monsieur. Bonjour, juge Bougma. Bonjour, président Tomangui. Bonjour, auditeurs et téléspectateurs. Bonjour à toutes. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle audience du tribunal de l'actualité sur Tri TV, la télévision interactive et en simultané sur Watt FM, votre télé 100% urbaine. Bienvenue également à vous tous qui nous suivez sur nos plateformes numériques et place à la séquence avant-propos des juges que je convoque à présent. C'est l'instant privilégié des avant-propos entre cris de cœur, coups de cœur et interpellations. On commence avec vous, Bernard Bougman. Merci, président. Mon avant-propos aujourd'hui, c'est lundi. C'est une citation de Louis Fortin que je partage avec vous. Je cite: « Quand on jette des petits bonheurs dans la vie d'autrui, l'éclat finit toujours par réjaillir sur soi. » Fin de citation, je reprends. Quand on jette des petits bonheurs dans la vie d'autrui, l'éclat finit toujours par réjaillir sur soi. Comme on le dit, le bienfait n'est jamais perdu. Donc, vous jetez des petits bonheurs et l'éclat finit par réjaillir sur vous. Si vous jetez également des petits malheurs, c'est aussi ça qui va réjaillir sur vous. Il vaut mieux les petits bonheurs. Voilà, il vaut mieux les petits bonheurs. Donc, retenons qu'on ne perd pas à jeter des petits bonheurs dans la vie d'autrui, parce qu'on ne perd pas aussi en faisant du bien, parce que quoi qu'il en soit, ça va nous revenir d'une façon ou d'une autre. Donc c'est ce que j'avais comme pensée ce lundi, et donc en disant également que je souhaite beaucoup de courage à nos forces de défense et de sécurité, aux VDP qui sont au front, et à toutes ces familles qui sont endeuillées, et aussi à toutes ces familles qui sont assises, le regard interrogateur pour se demander est-ce que le fils qui est parti au front va revenir sain et sauf. Donc on se pose ces questions. Donc pensée spéciale de courage également à toutes ces personnes qui sont des déplacés internes et à ceux qui veillent sur ces messieurs et ces dames et ces enfants qui sont des déplacés internes. Beaucoup de courage et excellente semaine à tout le monde. Je voudrais aussi terminer cet avant-propos en ayant une pensée pieuse et affectueuse pour Guy Yobo, qui nous a quittés hier matin. Guy Yogo, qui est plusieurs fois passé au tribunal de l'actualité sur des questions d'actualité. Lui qui avait connu les tortures sous le Front populaire, en la faveur d'ailleurs du procès d'Abou Boukari. Il est venu ici, il a partagé un pan de cet épisode sombre de notre histoire commune. Et avec lui, en tout cas, il y a beaucoup de choses qui vont être enfouies sous terre par rapport à ces tortures et par rapport à un certain nombre de secrets liés à ces périodes-là. C'est quelqu'un qui avait survécu effectivement à ces tortures-là, mais l'ultime appel, vous ne pouvez pas vous répondre. Donc c'est quelqu'un aussi qui a été au front du système des Nations Unies dans les combats sociopolitiques, Mouvement Sens, Forum d'Itanier, Front Patriotique. En tout cas, beaucoup de courage aussi à sa famille biologique et puis condoléances à sa famille. En tout cas, c'est une pensée que j'ai mis à son endroit et à son âme. Paix à l'âme de Guy Yogo, qui est donc passé à plusieurs reprises sur le plateau du tribunal de l'actualité. Dans ce prétoire, il a partagé avec nous, avec vous, ses idées, sa vision sur ce Burkina qu'il est maintenant. Il nous a quittés hier matin, mais comme le dit Antoine de Saint-Exupéry, ce qui donne un sens à la vie donne aussi un sens à la mort. Choufa Vara, votre avant-propos du jour. Oui, merci président. D'abord, une pensée pour Guy Yogo et à sa famille, vraiment beaucoup de courage. Et puis, comme je le disais hier à l'annonce, notamment de son décès au JDS, c'est un homme politique plein que nous perdons et qui part aussi avec une bonne petite partie de l'histoire du Burkina dans son pan douloureux, comme le rappelait Bernard Bougma, une partie qu'il a vécue aussi dans sa chair. Mon avant-propos va concerner le CSC, Conseil supérieur de la communication, qui a donc avec l'OBM partagé donc ses recommandations, parce qu'on est dans une période qui est assez difficile et sensible. Donc les émissions qui sont celles où directement
les auditeurs ou les téléspectateurs peuvent appeler, ça devient un peu compliqué en termes de gestion et il y a un genre d'exposition possible, étant entendu qu'il est un cas qui a ramené sur la table beaucoup d'autres questions. Un cas, c'est celui d'un appel téléphonique à une émission interactive et c'est un terroriste qui appelle pour lancer son message directement comme ça à une radio et s'ensuit une discussion entre lui et l'animateur pendant plusieurs minutes et tout. C'est vrai que l'animateur pose un certain nombre de questions et tout, mais quelle est l'attitude à adopter dans ce cas de figure? Ça avait été en discussion en tout cas entre le CSC et les médias que nous sommes. Des propositions en étaient sorties d'ailleurs, qui émanaient à la fois des médias et l'OBM qui était là et le CSC. Et puis bon, tout cela compilé a été partagé récemment. En tout cas, on comprend que le contexte n'est vraiment pas facile et c'est clair de le dire. Et quand vous avez des émissions de ce type-là, il faut vraiment faire attention. Et puis bon, contrairement à ce que certains pensent, c'est un type d'émission qui doit être géré par des personnes très averties et qui ont la foi du coffre, de la répartie et beaucoup de profondeur. Et je pense que c'est ce rappel-là encore qui est fait, qui pour moi est très important. Et puis bon, il y a aussi le caractère impérieux dit le CSC de poser un certain nombre de sujets et tout, de baliser, de voir même comment est-ce qu'on peut retarder la voix. Bon, ça c'est d'autres éléments qui prennent en compte aussi certaines implications sur lesquelles on ne va pas revenir. Mais pour moi, le plus important déjà, c'est de se dire qu'on est dans une situation qui n'est pas simple et ce n'est pas le moment aussi de permettre à ce que ce soit nos ondes, ce soit nos canaux qui puissent être utilisés pour démoraliser ou bien pour des attaques frontales comme on l'a eu lors d'une émission que je rappelais tout à l'heure. Donc ce sont des rappels qui tombent pour moi non dans l'oreille de sourds, qui tombent dans l'oreille de personnes qui déjà sont conscientes de la délicatesse du contexte et qui font les efforts qu'il faut par rapport à cela. Donc les rappels aussi ne sont jamais vains et c'est toujours bon de les avoir. Maintenant pour le reste, c'est clair qu'on s'était déjà parlé, bon, on se comprend. Oui, en effet, c'est une période délicate, difficile, préoccupante pour nous tous et nous tous, nous souhaitons qu'on puisse en sortir. Notre métier était déjà si difficile, ça l'est davantage avec cette période. Redoublons donc de vigilance et surtout, vous autres publics, aidez-nous à vous aider afin que votre voix puisse également passer. C'est la première audience du tribunal de l'actualité pour cette nouvelle semaine avec sur la table des juges le rapport d'audit de l'ASCE-LC sur le fonctionnement irrégulier de la présidence du FASO, de la primature et de l'Assemblée nationale. Nous évoquerons aussi en deuxième intention le renforcement des relations de coopération entre le Bénin et le Niger avec la visite de travail qu'effectue ces 13 et 14 mars le président Mohamed Bazoum à Cotonou. Mais tout d'abord, et c'est le fait majeur de l'actualité de ces derniers jours au Burkina, l'autorité supérieure de contrôle d'État et de lutte contre la corruption a mis à nu des irrégularités dans la gestion de certaines institutions du FASO. Bernard Bougman. Merci, Président. Effectivement, c'est des audits dont les conclusions, pour ne pas dire les rapports, étaient très attendus. Parce que c'est d'ailleurs des audits qui ont été lancés par celui maintenant qui réside à Lomé, en son temps, Damiba, et qui les avait lancés. Et dans certaines institutions, il y avait eu beaucoup de bruit autour de la légalité ou de la légitimité. Et donc, c'était ça. Mais j'ai dit, c'est des résultats qui étaient très attendus. Effectivement, les résultats sont tombés et ça ne pouvait que soulever aussi de la controverse, de la passion, parce qu'il s'agit de gestion des deniers publics. Donc, des gens, à un moment donné, ont été appelés à gérer les deniers publics, doivent rendre compte. Et donc, naturellement, à l'heure de rendre compte, ça doit être ainsi. La SELC également est dans son rôle de pouvoir effectivement les faire, même si dans la conduite, certains avaient vu, comment on appelle ça, un travail commandité.
et s'était posé des questions sur la façon dont les choses étaient conduites et sur le fait que certaines institutions n'ont pas été concernées et sur le fait également qu'on a plusieurs dossiers d'ailleurs dans les placards et c'était la même chose. On lance une opération, on met le grappin sur des gens, il y a des noms qui circulent, mais après on laisse et on commence encore d'autres nouvelles enquêtes, alors que le juge aussi avait besoin suffisamment de moyens pour finir et comme on appelle ça, pour approfondir les enquêtes ou des personnalités qui avaient été épinglées. Il n'a pas eu ces moyens-là pour pouvoir poursuivre jusqu'au bout, on envoie encore un nouveau dossier. Donc dans nos placards, il y a plusieurs dossiers de crimes économiques. Il y a plusieurs dossiers de crimes. Et donc, la question c'est pourquoi. Et aujourd'hui, il y a des gens qui portent ce fardeau-là sur leur tête. Parce que leur nom a été cité dans un rapport ou dans un journal d'investigation. Certains ont lâché leur poste pour pouvoir aller répondre devant la justice qui se fait toujours attendre. Et monsieur ou madame vit avec ça dans sa chair et on souffre. Mais il y a une justice qui n'est pas rendue, des dossiers qui ne sont pas vidés. Et à quand d'ailleurs est-ce qu'on va vider ces dossiers aussi? Donc, ce qui fait qu'effectivement, il y a plusieurs questions qu'on se pose. Mais je n'ai pas dit que la SELC n'est pas dans son rôle. Je n'ai pas dit également qu'il ne fallait pas faire ces outils. Il faut les faire pour pouvoir corriger et puis effectivement avancer. Ce que je voudrais qu'on ajoute à ces audits financiers, il faut également ajouter à notre administration publique des audits organisationnels parce qu'il y a beaucoup de confusion de genre et de rôle dans le fonctionnement et les uns et les autres se marchent sur les pieds. Donc audit financier oui, mais aussi un audit organisationnel pour plus de célérité dans le traitement des dossiers. Notre administration publique aussi en a besoin. Audit financier, audit organisationnel, il faut aller vite, mais il faut également auditer plusieurs autres administrations, plusieurs autres institutions et ne pas simplement circonscrire l'opération. À une certaine période, il s'agissait en effet d'un audit comptable et de gestion financière de la présidence du FASO, de la primature, et de l'Assemblée nationale et qui concerne la commande publique, les comptes de dépôt, les régies d'avance, le carburant, les frais de mission, les frais de voyage, les rétributions, les dons au bénéfice des personnes politiquement exposées. Qu'est-ce que vous retenez de ce rapport de l'ASCE, LC, juge Geoffroy Vahab? Bon, il y a d'abord les montants qui sont assez importants. Parce qu'on est dans l'ordre des 16 milliards quand on prend les trois institutions que sont la présidence, la primature et l'Assemblée nationale. Et quand vous regardez, il y a une bonne partie qui incombe à l'Assemblée nationale en termes de répercussions donc. Et 13 milliards. 13 milliards, 2 milliards pour la primature et puis 600, pratiquement 700 millions on va dire, un peu moins pour ce qui concerne la présidence. Et quand vous regardez dedans, pour ce qui est de l'Assemblée nationale par exemple, ce qui saute aux yeux, c'est le fait qu'il y ait eu beaucoup comment on appelle cela, beaucoup de reproches qui concernent des dépenses injustifiées ou pour lesquelles il n'y a pas de pièces. Donc quand vous regardez ça, ça fait qu'on se pose énormément de questions. Des personnes qui ne devraient pas recevoir certains éléments qui les perçoivent. Et quand vous regardez, ça fait quand même, parce que vous prenez par exemple au titre du contrôle des comptes de dépôt, le rapport a ressorti une série d'irrégularités portant sur des paiements injustifiés ou pour lesquels aucune justification n'a été apportée. Et l'incidence financière, elle va jusqu'à 7 milliards. Donc dans les 13 milliards, quand vous enlevez 7 milliards, vous comprenez que c'est déjà le gros des irrégularités. Et il y a beaucoup d'autres éléments dont on avait entendu parler aussi qui sont ressortis. La question, par exemple, du dépôt de fonds dans une banque, 12 milliards déposés dans une banque sans intérêt et ce qui est bizarre, c'est que c'est même nous qui devions parce qu'il y a un montant engagé de 693 milliards et on parle de frais de plus de 10 millions de francs CFA. C'est à ne rien comprendre.
En tout cas, ça, je m'en remets donc à la question de la gestion même de l'Assemblée nationale. Et puis même sur les taux d'exécution, ils disent qu'il y a une situation qu'on ne comprend pas, dans laquelle on pourrait lire en tout cas un manque de sincérité. C'est ce que soutenait le contrôleur général d'État. Il dit que le taux d'exécution de 99,28% selon le rapport reçoit en réalité 23% correspondant à des réalisations effectives. Donc ça veut dire que le reste, si ce n'est pas effectif, c'est quoi? Je ne sais pas si on est dans du virtuel. En tout cas, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sont ressortis. La vieille histoire des véhicules sous la 7e et 8e législature, celui-là aussi est encore ressorti. L'affaire du coronaton, c'est encore ressorti. C'est-à-dire que des députés qui viennent nous dire notre effort de guerre, on va donner 1 million. Et puis par après, il y a un jeu de chèque qui est fait pour des compensations, ou bien comme on pourrait appeler ça, je ne sais pas. Donc, c'est des éléments qui sont nombreux comme ça et qui sont ressortis, en tout cas qui, à première vue, en tout cas, laisse croire qu'il y avait beaucoup de laisser-aller dans la gestion à l'Assemblée nationale dans cette période-là. Et la grande question qu'on se pose, il y a un audit interne au niveau de l'Assemblée nationale. Ça paraît tellement gros. Ce qui est donné, 7 milliards, quand vous voyez, de dépenses non justifiées pour lesquelles il n'y a pas d'éléments qui sont donnés en contrepartie, ça doit être quand même assez gros pour peu qu'il y ait eu un regard, que cela soit vu. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi jusqu'à présent on n'en avait pas entendu parler? Et est-ce que ça ne justifie pas en définitive ce type d'audit-là qui se font périodiquement, mais très souvent aussi, c'est lorsqu'un régime tombe que celui qui vient après se le permet. Hier on en parlait sur notre plateau, même le MPP l'a fait aussi avec la transition. Donc tout à l'heure, vous posiez, je pense que c'est Bernard plutôt qui le rappelait, la question de l'apparent ciblage, mais tout audit que vous feriez se fera sur une période et concernera un régime ou même concernera un pouvoir. Et le prétexte comment dire cela, de la chasse aux sorcières ou le prétexte du ciblage va toujours ressortir, puisque ça ne se fait jamais en l'air, ça concerne une période et des personnes. Donc ça c'est une réalité. Je parlais de l'Assemblée nationale, vous dites qu'est-ce que je retiens de façon générale. Quand on regarde aussi au niveau de la primature, il y a toujours ces indélicatesses. Ce qui ressort, c'est la question encore même des missions, des personnes qui ne sont pas concernées par la mission, qui ne sont pas dans la mission, qui se revoient pris en charge, des missions fictives qui sont ressorties, et il y a la question même des marchés qui sont octroyés sur lesquels il y a énormément de problèmes, et puis l'éternelle question de la gestion des carburants qui monte, je pense, à 28 millions ou quelque chose de ce genre. C'est des choses qu'on ne comprend pas, parce que ça donne toujours, et je répète, l'impression de largesse dans la gestion et de non-inquiétude sur l'obligation de rendre compte ou l'obligation par moment de justifier un certain nombre d'éléments. Donc du coup, on se pose beaucoup de questions. 16 milliards, qu'est-ce que ça peut, dans la situation dans laquelle nous sommes? Beaucoup. Chacun des exécutifs qui s'est succédé depuis la transition qu'on a eue, celle sous Kafondo, avait pour leitmotiv: on va réduire le train de vie de l'État, on va revoir sur la dépense, on va regarder dans l'efficience. Mais quand vous regardez, ça ne donne pas cette impression. Et ce, jusqu'à la présidence d'ailleurs. Quand je parlais des marchés, il y a la question de la fragmentation qui est un genre de subterfuge trouvé pour pouvoir se permettre de donner le marché à qui on veut, parce que passé un montant, il y a d'autres process qui doivent être mis en compte et qui échappent souvent à certaines structures. Donc, elle préfère fragmenter les marchés, ce qui n'est pas forcément légal, et pouvoir les donner et tout. Et ça, sur la chaîne, ça pose un véritable problème. Ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une seule personne qui pourrait être impliquée. Donc, il y a beaucoup d'éléments comme ça qui sortent et qui ressortent, mais qui ne sont pas forcément, parce qu'on parle de la présidence, parce qu'on parle de l'Assemblée nationale et parce qu'on parle de la primature, qui ne sont pas seulement de leurs faits. À la vérité, il faut regarder comment fonctionne notre administration de façon générale. Le poisson pourrit par la tête, et quand vous regardez, le corps là même, il est en putréfaction. Je parle du reste de l'administration, parce que quand on veut bien regarder dedans, cela est bien partagé dans beaucoup d'administrations que nous avons. Mais là, ça a commencé par la présidence, l'Assemblée nationale et la primature. Et la grande question, si la présidence n'est pas regardante
sur comment est-ce qu'on gère les affaires de l'État et les deniers. Si l'Assemblée nationale, l'exécutif lui-même aussi, il se permet tout, alors qu'il est le chantre de l'économie, de regarder bien dans comment est-ce qu'on dépense, et celui qui a à charge de contrôler l'action du gouvernement, alors lui, c'est la totale. Bon, nous, on est perdus. C'est-à-dire que le citoyen lambda, quand il regarde ce rapport, il est perdu. Maintenant, c'est un audit, on parle d'irrégularité. C'est-à-dire que peut-être il faut pousser encore. On a entendu le contrôleur général et ses collaborateurs terminer par l'espoir que les personnes qui se sont rendues coupables de ces irrégularités-là, volontaires ou quoi que ce soit, payent pour ce qu'il y a comme conséquences pécuniaires et qu'ils les assument de façon pleine. C'est ça maintenant que nous on regarde, c'est ça peut-être qui va donner tout le sentiment de la sincérité derrière, et non seulement, pas seulement de servir d'outils ou de moyens de coercition contre certains, peut-être sur un autre chantier, fut-il politique ou tout autre. C'est là où on aura la réalité de la dynamique qui a été enclenchée. C'est là où on aura la dynamique, la réalité de la dynamique qui a été enclenchée, parce qu'il faut que l'action succède donc que la réaction succède à l'action. Plusieurs irrégularités ont été constatées, vous l'avez souligné, plus de 16 milliards de francs CFA d'incidence financière pointées par ces audits. Les irrégularités ont causé un préjudice financier de plus de 1,9 milliard de francs CFA à la primature entre 2020 et 2021. À la présidence du FASO, on a noté donc 695 millions de francs CFA, et puis maintenant à l'Assemblée nationale plus de 13 milliards de francs CFA. Je poserai la même question à vous, juge Bernard Bougman. Qu'est-ce que vous retenez de cet exercice, de cet audit? C'est vrai qu'on va y revenir peut-être. On a beaucoup parlé, pour ce qui concerne de l'Assemblée nationale, de cette opération Coronaton où finalement les députés n'ont pas apporté leur contribution de leur propre poche. Oui, en fait justement, sur la question des audits, des rapports et tout, j'ai appris à ne pas être émotif. Quand vous regardez le vocabulaire qui est utilisé, on parle d'irrégularité financière. C'est-à-dire que des gens pourront peut-être justifier ou pas. Mais à l'arrivée, vous allez voir que, en général, sous le tropique, après c'est beaucoup de bruit pour rien. J'espère que cette fois-ci, ça va être réellement le début d'un travail sérieux. C'est lui-même qui a commandité ces audits-là, quand il a bougé. Les quelques chiffres qui ont commencé à sortir de la présidence. Vous voulez un peu d'ailleurs de l'affaire Lonabé. C'est pourquoi j'ai dit que j'ai appris à être, comment on appelle ça, à ne pas être émotif. Parce que le commanditaire même des audits, lui, si on regarde aujourd'hui sa gestion, c'est même pas aussi évident. Quelqu'un qui demande des audits et quelques mois après, à un procès, un DG dit comment est-ce qu'il lui demande de pomper de l'argent public, sans autre forme de procès, sans se rassurer d'un minimum de régularité. C'est pourquoi j'ai dit, ceux qui parlent de ciblage n'ont pas tort. Parce que c'est lui-même qui l'a commandité déjà de ce qui sort, même pour les questions de la boisson, des grands crus qui sont partis à la présidence. Des petites révélations qui sortent. Vous dites, mais c'est lui-là qui demande des audits pour assainir la gestion. Est-ce qu'il voulait régler des comptes, ou bien il voulait réellement un travail sincère? Parce que lui-même, il a commencé à ne pas faire ce qu'il a demandé. Et donc, c'est ce qui fait que je reste, comment on appelle ça, je prends avec suffisamment de recul. Pas que je n'ai pas dit que l'audit n'est pas un travail de qualité, c'est pas ce que j'ai dit. Bien sûr. Voilà. L'autre précision, certains présidents d'institutions avaient commencé à avoir des problèmes avec le régime déchu, parce qu'on leur a dit, écoute, écris officiellement à la SELC pour demander l'audit de ton prédécesseur. Et puis nous allons nous en charger, on va le déposer. Il y en a qui ont eu le courage pour dire non, à cet état-là, pour le moment, je n'ai pas besoin de ça. Si vous en avez besoin, la SELC peut s'en autosaisir. Moi, je ne vais pas refuser des contrôleurs dans nos locaux. Mais pour le moment, ma priorité n'est pas ça. Permettez-moi
de dérouler également mes priorités. Ce qui m'intéresse même pour le moment, c'est un audit organisationnel pour plus de célérité. Maintenant, les questions de gestion, ce n'est pas que ça va se faire, mais je voudrais aussi avoir la liberté de pouvoir le faire. Problème. Les présidents de l'institution avaient commencé à avoir des misères pour avoir eu ce courage-là de le dire. Bon, le régime est tombé. Je ne sais pas comment est-ce que ça va se poursuivre, mais la pression était là. Et envoie la lettre, on te demande quoi? Vous écrivez seulement, vous dites que vous demandez qu'on vienne auditer. Et c'est eux qui se transmettent de faire le reste. Il y a des présidents d'institutions qui ont, comment on appelle ça, qui avaient évoqué ces choses-là, naturellement en off. Mais maintenant, pour revenir effectivement à ce travail, il y a un travail qui a été fait, qui a dénoncé les irrégularités. Vous savez que l'Assemblée nationale, compte tenu du fait qu'elle n'a jamais été auditée, parce que son contrôle se fait à l'intérieur, c'est validé à son mécanisme d'audit, de certification des comptes, tout se fait entre eux, naturellement, puisqu'on dit que personne n'avait le droit de regard extérieur sur l'Assemblée nationale. Donc sur cette base, c'est la porte ouverte à tous les abus. C'est ça. Et quelle que soit la personne qui va venir, vous venez trouver un système, on dit il n'y a pas de contrôle, il y a une caisse de souveraineté qu'on appelle caisse noire que vous dépensez à votre guise, vous donnez à qui vous voulez, à combien vous voulez, personne n'a le droit de regard, l'essentiel c'est que le travail parlementaire soit fait, que les députés soient à l'aise, que patati et patata, nanani, nanana, mais écoutez, pourquoi il n'y a pas de... Je dis c'est la porte ouverte à tous les abus. Sauf si la personne est réellement consciencieuse ou est entourée d'hommes et de femmes vertueux, capables de lui dire attention, il y a une ligne rouge, attention. Mais si vous n'avez pas ça, ça va être très compliqué, c'est la porte ouverte à tous les abus. Sinon, quand on regarde les chiffres, ben, naturellement, ça fait froid. Mais la réalité, le président sous le tropique, même ailleurs, c'est des vaches à lait pour certains. C'est beaucoup d'argent qui sort pour autre chose que pour ce pourquoi c'est sorti. Parce que aussi pour les questions de raison d'État, il y a de l'argent que vous ne pouvez pas justifier officiellement pour une mission ou une mission. Donc vous allez trouver une autre, comment on appelle ça, un autre label pour labelliser ça, pouvoir faire sortir l'argent et puis régler par exemple les problèmes. Et surtout que pour la caisse de souveraineté, on s'est laissé à la guise de celui qui gère. Mais je ne pense pas que ce dont il est question au niveau de la présidence est lié à la caisse de souveraineté, non. Parce qu'il s'agit de marchés publics, de gestion du carburant, ça n'a rien à voir avec les fameux fonds de souveraineté qu'on appelle communément les caisses noires. Ce qu'il y a, moi c'est la suite. Je suis orienté beaucoup plus sur la suite. C'est ça qui m'intéresse. C'est pourquoi j'ai dit il y a beaucoup de chiffres qui donnent du tournis. Quand vous regardez, vous vous perdez dans notre contexte actuel, où déjà 3 institutions, d'ailleurs ce sont les toutes premières, à elles seules, on est à des irrégularités de plus de 16 milliards. Déjà ça donne le tournis dans notre contexte actuel. Mais maintenant la suite, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce que ça va être encore des dossiers de trous pour nos tiroirs, ou bien ça va être conduit jusqu'au bout? Parce que des dossiers, il y en a plein. Des ambassadeurs ont été épinglés, des ministres ont été épinglés, des DG ont été épinglés. Ça est toujours dans les tiroirs. Et il y a des enquêtes qui doivent être approfondies pour situer clairement les responsabilités. Et là, maintenant, ça demande beaucoup plus de moyens acquis des droits. Et les moyens ne lui sont pas octroyés. Conséquence, ça ne peut pas bouger. Pour la question des biens, parfois à l'étranger, le regretté Luc Marius Ubriga que nous avions eu ici à plusieurs reprises à une émission, au cours d'une émission spéciale, il a dit que quand ils ont commencé, au début de sa mission, ils ont élaboré le travail. La facture, en ce moment, ça fait appel à des enquêteurs internationaux qui sont très bien introduits, qui maîtrisent bien leur boulot. Ça fait appel à d'autres outils, les nouvelles technologies, et puis ça demande d'autres réseaux. Mais il dit que quand l'expert a déposé la facture sur la table, et lui il a envoyé à qui des droits, parce que c'est l'autorité qui doit décaisser. L'autorité a crié, il dit ça là, il faut qu'on patiente parce qu'on n'a pas encore de l'argent pour engager ça. Mais des gens sont déjà épinglés dans les rapports. Les biens sont plus ou moins identifiés, mais vous n'avez pas la certitude. Certains biens même sont à l'étranger. Il faut poursuivre le travail. Donc ce dossier, vous le classez, puisque vous le déposez en attendant d'avoir des moyens, et poursuivre qui des droits pour qui rende gorge, pour qui nous restitue notre argent. Ouais. Mais alors que c'est quoi? Si on se concentrait, avoir suffisamment de ressources pour poursuivre ces dossiers jusqu'au bout, il y a des petits indélicats qui n'allaient même plus oser. Parce que déjà, dans leur tête,
ça commence à sonner tilt, qu'on a même poursuivi des gens et depuis l'étranger, leurs biens sont là-bas, voilà la suite. Les gens commencent effectivement à faire attention. Mais ça, c'est les questions pédagogiques liées à la chose. On n'en est pas là. Donc aujourd'hui, la question que je me pose, c'est la suite. Quelle est la suite maintenant qui va être donnée à une telle situation? Je parle de suite en espérant également que pour le dossier Nolambé, on aurait une suite parce que le DG n'a pas agi seul. Il y a quelqu'un qui écrivait, qui dit d'envoyer de l'argent, va les donner à des dozos. Il y a des barons, des FDS qui ont reçu de l'argent. Est-ce que ça a été clairement dépensé quand la sortie même n'a pas respecté les règles de l'art? Est-ce qu'aujourd'hui on en parle encore? C'est pourquoi j'ai dit, je ne suis pas émotif dans cette affaire. L'audit de l'armée. Tout porte à croire que les champions de malversation et les seuls d'ailleurs qui commettent des irrégularités, c'est les civils. Et c'est les institutions civiles et les institutions militaires et des forces de défense et de sécurité. La note a fuité quand le chef de l'État, Ibrahim Traoré lui-même, a écrit au patron des garnisons pour dire de permettre à la SELC de pouvoir faire les audits. Donc on attend les audits. À des dates, c'est pas fait. L'autre aspect, il a été révélé même que l'ordinateur de l'auditeur sur les questions de l'armée, l'ordinateur a disparu. Donc quelqu'un l'a soulevé. Qui l'a soulevé et comment? Et on n'avait pas de copie. Pour comment on appelle ça, des questions comme ça, je me dis quand même qu'il doit y avoir une copie. Parce que le minimum, dès que vous avez le fichier, c'est de le reproduire. Sinon, 3 points de suspension. Donc, mais aujourd'hui, on n'en parle pas. Alors que des commandes indélicates dans l'armée, on en a parlé. Des gens qui, la question des primes des soldats, la question des soldats qui sont allés à l'étranger, on avait bloqué les primes, la question des gilets pare-balles qui ne sont pas bien, la question des ringues qui ne sont pas bien. Qui doit répondre? Donc, il y a aussi, il faut qu'on aille jusqu'au bout de la logique. Sinon, j'ai dit ça va être beaucoup de bruit et après toute la ferveur va retomber et puis on repasse à autre chose en attendant qu'un nouveau pouvoir arrive et pour pouvoir faire comprendre qu'il est venu changer les choses, lance également une autre opération main propre pour aboutir au même résultat. En tout cas, il faut auditer tout, auditer l'armée, auditer les différents services de l'administration. Auditez donc, prenez de la peine. Et vous l'avez dit tous les deux, c'est la suite qui est importante. Et avec cette valse de milliards dont on nous parle déjà, on a peur en ce qui concerne le chantier de la bonne gouvernance au Burkina, Geoffroy. Oui. C'est vrai qu'on pourrait avoir peur. C'est qui disait, Pierre Lemaître, il disait que dès que des gens brandissent la morale en bannière, il faut savoir qu'il y a de l'inavouable sous le tapis. Donc, il y a toujours ces suspicions-là sur les motivations, sur beaucoup d'éléments. Moi, je suis dans une posture. C'est pas... Pour moi, le problème n'est même pas l'émotion. Le problème n'est pas l'émotion. Et puis, c'est difficile même de ne pas en avoir dans le contexte dans lequel nous sommes et entendre que 16 milliards peut poser problème en termes d'incidence relativement à des gestions. Parce que quand on nous chante chaque matin qu'il faut faire des efforts pour un peuple et une économie qui est difficile aujourd'hui à redresser, avec des acteurs qui cherchent où mettre la tête et puis se rendre compte que le pouvoir central peut se permettre certains éléments, je pense que ça, c'est pas... C'est normal que ça choque. Ça, c'est une réalité. Maintenant, je dis la posture, il y a un jeu. Ça, c'est clair. Puisque très souvent, celui qui demande d'auditer, il regarde juste derrière celui qui est avant lui. Et après, s'ensuit un jeu. J'ai dit, c'est pour ça, dans la suite, on saura quand est-ce que ça va être brandi. Si c'est sur le terrain politique, ça veut dire que, il n'y avait pas vraiment je ne parle pas de sincérité dans la technicité de la démarche, mais dans ce qu'on voulait en faire après. Mais quand on a la posture du gouverner, je crois que tout est bon pour avoir le clair sentiment sur qui nous gouverne et comment. Tout à l'heure, avec Bernard, il parlait du cas de la Lonabé. C'est ça. Certains diraient, bon, écoutez, voilà, monsieur, il est écroué, avec certains,
Parce que, bon, on lui demandait de l'argent, il venait, il donnait, il ne savait pas qu'il allait rendre compte. Il pourrait parler des ciblages, parce que lui aussi, il ne prenait pas seulement pour lui ou quoi que ce soit. Il a parlé des messages de personnes qui demandaient cet argent-là. Est-ce que ces personnes sont inquiétées? Est-ce parce qu'on ne peut pas inquiéter ces personnes qu'on dira que lui, pour l'instant, on va surseoir? Parce que ça serait un ciblage ou bien ça serait un genre de chasse aux sorcières ou quoi que ce soit. Non, c'est pas son argent. À partir du moment où c'est pas votre argent, vous devez rendre compte relativement à cette gestion-là. Et il y a une leçon. Demain, si on vous nomme DG de la Lunabé, vous n'êtes pas fou. Quand on va vous demander d'envoyer avec des messages, mon petit envoie tant, mon petit envoie tant, mais il y a une autre histoire qui va faire tilt dans votre tête. Je pense que c'est comme ça qu'on donne les leçons. Et donc, quand vous prenez le cas par exemple de la présidence, on prend un secrétariat permanent CNRST, IST, qu'on rattache souvent à la présidence ouais. Parce qu'on veut une dynamique de célérité, un regard plus pointu, beaucoup de densité dans l'action terrain, c'est ce qu'on nous vend. Mais après on se rend compte, comme nous c'est l'audit, qu'il y a des gens qui se retrouvent à avoir le don d'ubiquité. Le monsieur, il émerge dans des, comment dire cela, il est pris en charge dans des missions et dans des séances de travail qui ont lieu à la même heure dans 2 localités différentes. Moi, je ne savais pas qu'il y avait des gens qui avaient des dons pareils. Ça ressort. Faut-il en rire ou en pleurer? Il faut en pleurer. C'est ça la réalité de cette gestion-là. Sur la question des carburants, ça ressort, c'est de hauteur de millions et de millions. Quand vous regardez la question même des marchés, je ne veux pas encore revenir là-dessus, c'est des petits éléments comme ça qui sont ressortis dans l'audit. J'ai dit, la guéguerre des positionnements, des postures, des changements, c'est pas ça le plus important. Je crois que de la posture du contributeur, de celui qui est l'administré, il faudrait que dans une partie de sa tête, il se dise, tu es au pouvoir aujourd'hui, ok, mais demain, là, d'une façon ou d'une autre, tu peux avoir à payer pour les actes que tu poses aujourd'hui. Je pense que c'est la leçon qu'il y a derrière. Maintenant, qui prend le couteau pour régler le problème à un moment donné, et ça aussi c'est un autre débat qu'on peut mener sur un autre terrain. Mais il ne faut pas se dire que, parce que derrière, il peut y avoir du calcul, peut-être que derrière, il peut y avoir d'autres intentions, ce qui n'est pas du tout louable, ce qui n'est pas du tout intéressant. Donc, on doit laisser tout le monde faire ce qu'il veut, comme il veut, parce que tout le monde agit comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais ceux qui font les efforts, ceux qui sont dans ce tissu économique qui, chaque jour, pâtissent de cette corruption qu'il y a souvent dans les administrations et tout, vous voulez qu'ils s'asseyent et qu'ils regardent et qu'ils continuent de faire l'effort qu'on leur demande. Donc, je veux dire, c'est le moment aussi que pour chacun de tenir les leçons. Ça veut dire que vous gérez aujourd'hui, sachez qu'il peut avoir un regard. Maintenant, le problème c'est la suite. Si demain, ça devient le moyen pour pouvoir dire, bon, lui là, comme il veut se présenter, on dirait qu'il commence à nous fatiguer, bon, cela on va faire comme ceci, cela on va faire comme cela. Bon, l'administrer encore, ça serait dire, bon, voilà, on nous a eu dans cette affaire-là, on a brandi ci, on a brandi ça, et voilà comment c'est en train de terminer, ou bien ça se termine même par des petits arrangements, et puis on avance. Mais je pense que les audits ont leur rôle. Il y a eu quelqu'un qui avait posé le débat sur est-ce qu'il faut auditer l'Assemblée nationale. Il y a eu une réponse. Je pense que d'une façon ou d'une autre, on doit rendre compte, tant que ce n'est pas votre argent et que c'est l'argent de l'État qui est allé, c'est l'argent du contribuable qui est allé, sachez qu'il y a la culture de rendre compte. Les autres démocraties, là, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de voleurs là-bas. Il y a des voleurs, mais pour voler, il faut être bon. Il y a des présidents qui sont dans des turpitudes avec des auditions qui tapent des heures et des heures, qui sont des humiliations pour eux. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont un système qui s'en tient à ça. D'une façon ou d'une autre, là que vous posez, tant qu'il est mauvais, il y aura un jour où quelqu'un le décélérera et vous aurez à rendre compte. Si c'est, comme tout le monde le dit assez souvent lorsqu'il est dans le cyclone, c'est de l'acharnement, ok, mais la question c'est les faits. Est-ce que vous avez été dans 2 lieux à la fois à la même heure? C'est des petites choses. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup, c'est-à-dire qu'il y a des petits éléments quand vous regardez. Bon,
C'est ça. Et comme on le dit chez nous, les faits sont sacrés, les faits sont têtus, et il faut donc respecter les faits. Oui, tout à fait. Juge Bernard. Non, je voudrais donner une clarification. Au début, d'ailleurs, j'ai dit les audits sont bien, que les audits soient financiers ou organisationnels. J'ai même dit que les chiffres donnent du tournis dans notre contexte actuel, que des irrégularités se cumulent jusqu'à hauteur de 16 milliards, ça fait froid dans le dos. Donc c'est-à-dire que sur les questions de principe d'audit, je n'ai rien à y reprocher. Je n'ai pas dit aussi que parce qu'il y a un commanditaire qui ne va pas être pris et qu'il y a un exécutant qui a fait, qui ne doit pas rendre compte. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit la suite. J'ai même parlé de la suite. Je n'ai pas dit que le DG, celui qui a été pris, ne doit pas répondre. Je parle maintenant de la suite aussi du commanditaire. Parce que tant que quelqu'un viendra... Là-dessus, vous êtes sur la même ligne, tous les deux. Parce que tant que quelqu'un viendra au pouvoir, il peut faire exécuter quelque chose par une tierce personne. Et que c'est cette tierce personne, celui qui va répondre, toujours des commanditaires demanderont à des gens de le faire parce que c'est celui qui va exécuter qui va répondre. Parce qu'il faut également qu'on monte jusqu'à l'échelle pour que celui qui vient là se dise attention, si je lui dis de faire ça, il ne va pas tomber seul, on tombe ensemble. C'est cet exemple-là que je veux. C'est pourquoi j'ai dit d'aller jusqu'au bout. Parce que parmi les DG, il y a un DG dont le siège de l'institution est hors de Ouagadougou. C'est une société d'État. Pour être plus précis, c'est hors de Ouagadougou. Vous savez pourquoi il a été débarqué au niveau du MPSR 1? Parce qu'il a refusé de pomper l'argent. Monsieur a dit, ça je ne peux pas. On l'appelle, il prend, il dit oui, c'est par rapport à notre dit, non, ça, sincèrement, je ne peux pas. Et il a été remplacé, purement et simplement. Il n'est pas en face. Donc s'il acceptait, c'est lui qui traîne. Ce n'est pas une affaire d'abord de dire que c'est mon ministre de tutelle qui m'a appelé, et puis mais c'était même pas mon ministre de tutelle, c'est un baron qui est fort au niveau du MPSR 1. Ah, nous on ne pouvait pas prendre ces gens-là, c'est lui qui m'a appelé. Donc c'était les hommes forts du moment, je ne pouvais que plier. Oui. Il a dit non. Ah, sincèrement, ce que vous me demandez là, je ne peux pas faire parce que dans les procédures, il dit ok, d'accord, on a compris. Et quand il devait être enlevé, ils lui ont dit, ah, bon, compte tenu de notre vision et de la façon pour vous de voir les choses, ça ne colle pas. Ils lui ont dit, nous sommes au regret, mais on va vous remplacer, sinon ça va être difficile. Il dit, il n'y a pas de gestion en face. C'est la responsabilité de qui? C'est sa responsabilité. Maintenant, si aujourd'hui il était resté, il a pompé l'argent, il l'est écroué à la MACO, le commanditaire, là, celui qui l'a appelé là, on ne le verrait pas là-bas. Ouais. Alors qu'il faut que ces gens-là aussi sachent que une fois qu'ils sont au pouvoir, et puis une fois qu'ils sont au pouvoir, et qu'ils peuvent donner des ordres pour que quelqu'un exécute, ils sont co-responsables et à l'arrivée, ils doivent répondre ensemble. C'est en ce moment qu'on va commencer aussi à régler les choses au niveau du sommet. Mais tant que ça va être seulement des gens qu'on a fait venir, et puis c'est parfois des copains, c'est des amis d'une autre vie, maintenant on est au pouvoir, on le fait venir parce qu'avec lui c'est sûr que si on lui dit d'exécuter, il va le faire. Donc, comme vous êtes venus ensemble, naturellement, vous tombez ensemble. Il n'est pas question que vous faites venir votre ami, parce qu'il faut chercher à savoir les liens qui existent parfois entre ceux qui sont nommés à des positions stratégiques, qui peuvent faciliter que celui qui est au pouvoir ait l'argent. Les liens sociaux qui existent entre eux, parfois c'est des liens d'amitié, c'est des promotionnaires, c'est de ceci, c'est de cela. Il faut regarder jusqu'à ces détails-là. Maintenant, la chaîne, je dis bien la chaîne, il faut que tout le monde le prenne. Si tout le monde le prend, ça va commencer à créer un déclic. Mais je n'ai jamais dit que parce que comme c'est un petit qui est pris, il doit trinquer et on doit le laisser. Parce que non, pas ce que j'ai dit. Parce que pour moi, ça c'est déjà acquis. C'est pourquoi je ne me suis même pas attardé là-dessus. Pour moi, ce sont des choses qui sont même acquises. C'est pourquoi je ne me suis même pas attardé là-dessus. Mais je suis plus orienté pour la suite. Parce que la suite, j'ai dit bien, elle est très, 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 très importante. On a vu plusieurs dossiers ici où c'est celui qui est tombé. Il y en a qui ont accepté de protéger leur vis-à-vis eux-mêmes. Ils disent que c'est moi qui suis sur le responsable. Mais il y en a qui ont livré lors des auditions. Mais après, ça s'est arrêté là. C'est cette précision que je voulais juste donner. Et il ne faut justement pas que cela s'arrête là. Il faudrait qu'il y ait ce droit de poursuite, ce devoir même, je dirais, de poursuite, afin que tout ce qui doit être fait soit fait pour rétablir l'équilibre, pour qu'on donne suite effectivement à ces audits de façon claire et nette. Quelques minutes pour parler de cette visite du président nigérien Mohamed Bazoum, qui se rend à Cotonou dès aujourd'hui, une visite de 48 heures et avec au menu des échanges avec le chef de l'État béninois et Patrice Talon, des questions relatives aussi bien à la sécurité qu'à l'économie.
c'est une visite importante dans ce sens que, évidemment, les deux pays sont confrontés de manière pas égalitaire, cela s'entend, au phénomène du terrorisme aussi bien que le Burkina et Geoffroy Bar. Oui, ils sont. C'est vrai que c'est pas dans les mêmes dimensions, dans les mêmes proportions, mais ils sont concernés par cette menace-là qui est transversale à la plupart des pays aujourd'hui, c'est celle du terrorisme. Et puis rappeler aussi quand même que les deux pays ont signé un accord, c'était courant juillet. C'était en juillet 2022. Juillet 2022, signé un accord de coopération militaire, notamment sur la surveillance, d'abord sur le partage de renseignements, et puis sur la surveillance du mouvement des djihadistes, évidemment avec des terroristes, avec évidemment les moyens aériens et tout. Donc c'est deux pays qui regardent la question et qui tentent d'avoir là-dessus un genre d'arrimage d'action. Et ça, c'est important. Je pense qu'ils ont quand même plus de 700 km de frontières, non? Oui, parce qu'il y a aussi le parc W qu'ils partagent, et donc ça fait qu'il y a un activisme terroriste dans cette zone. Dans cette zone-là. Et quand vous avez en gros 700 km de frontières, c'est clair qu'il faut les surveiller ensemble. Et on sait un peu la nature du terrorisme. C'est celui-là qui tire le profit des ventres mous. Ou inquiété ici, il prend valise, va attaquer ailleurs, et puis après, lorsque de votre côté vous pensez que vous avez pu les repousser, quand vous dormez, ils reviennent encore avec leur valise. Et ça se passe très souvent de part et d'autre des frontières. Et ça, je pense que le Bénin prend le problème à bras le corps. Et puis ces derniers temps, on a beaucoup entendu aussi le président béninois sur la question du terrorisme, même sa vision de faire appel à des militaires privés, des offres de sécurité, des offres privées de sécurité. En tout cas sur la question du terrorisme, il partage beaucoup sa vision qui tranche avec certaines autres visions qui sont très tranchées sur les questions, sur ces questions-là. Quand on prend le cas de sa visite par exemple ici au Burkina, il n'y a pas eu trop de bruit. Pourquoi? Quel était le fond? On sait que c'est la question terroriste et lui ne se le cache pas. Il dit là où c'est un peu plus chaud, c'est mieux d'aller discuter, prendre langue et puis apprendre. Il ne faut pas apprendre sous les canons. Oui. Et je pense que ça, c'est une démarche qui est à mettre à son avantage. Et on se rend compte aussi que pour lui, il n'y a pas de paria. Comme je le rappelle, il est venu à Ouaga. Il va au Niger. Quand on regarde aujourd'hui dans notre sous-région, il y a des clivages profonds. Vous dites Niger-Mali, ça risque de pas fonctionner. Vous dites Niger-Burkina, ça risque de pas fonctionner. Mais lui, au milieu, il est un électron libre. Il va où il veut. Il va prendre de l'information là où il peut, apprendre là où il peut, signer des conventions de coopération militaire là où il peut. Et ça, c'est pour le bien de son peuple, c'est pour le bien des Béninois. Je pense que c'est comme ça que chaque chef d'État doit faire ses calculs. C'est regarder ce qui arrange d'abord son peuple et le reste, c'est périphérique. Le reste est périphérique. D'ailleurs, on annonce l'arrivée du président rwandais Paul Kagame à Cotonou courant avril prochain. Mohamed Bazoum est donc à Cotonou pour des questions de sécurité, mais aussi pour des questions économiques, Bernard Bougnon. Oui, mais tout le monde sait que c'est la question économique la question militaire, sécuritaire. La question sécuritaire. Mais maintenant, les deux vont ensemble. Donc, si vous êtes bien développé et votre arsenal sécuritaire n'est pas fourni, ça ne va pas. C'est pourquoi toutes les puissances au monde sont des puissances militaires. J'ai toujours dit les 5 meilleurs marchands d'armes au monde sont les 5 qui ont le droit de veto à l'ONU. Tous les grands pays développés sont des puissances militaires. Donc, ça va ensemble. Voilà, c'est ici qu'on nous a dit que l'armée est un secteur improductif. Donc, il ne faut pas... Voilà. Et voilà aussi dans les conditions... On a accepté, on a cru les conditions dans lesquelles nous sommes, parce que les mêmes qui nous disent que c'est improductif continuent de produire des armes et de nous vendre. Et nous les vendons. Pour revenir à ces deux pays, je pense aussi que Bazoum suit de près ce qui se passe dans notre sous-région et les appels de pied qui sont lancés par les partisans de la fédération. Donc le Bénin, c'est un allié stratégique dans cette lutte. Et voyez-vous qu'entre le Bénin et le Burkina, compte tenu de l'affaire de Koualou, la situation n'est pas aussi normale comme les choses n'y paraissent. Donc la réalité, c'est ça. C'est un Bazoum aussi qui a besoin d'agrandir son espace. Parce que vous êtes entre le Mali et le Burkina,
ce n'est pas le parfait amour, alors que vous êtes toujours obligés tous de Sahéliens, membres pour certains du même G5 Sahel, et vous n'avez pas la même façon de voir les choses. À l'initiative d'Accra, c'était pareil. Donc le Bénin continue également des réalités frontalières, naturellement, n'a pas le choix que de s'approcher. C'est d'ailleurs ce qu'on demandait. Les pays voisins, dans ces questions, sur ces questions sécuritaires, ne devraient pas regarder les autres comme un moment donné on regardait le Mali. C'est normal, c'est ce qu'il faut d'ailleurs faire. Donc je pense que cette approche s'inscrit également dans cette logique-là. Ils n'ont le choix que effectivement de se resserrer les coudes dans le cadre de la lutte contre le terrorisme. Mais comme le rapprochement des chefs d'État est fonction aussi de qui gère tel État, c'est ce qui fait que par moment, il y a plus de rapprochement, ou par moment, il y a plus d'éloignement. C'est un gré. C'est ça. Oui, c'est un gré. Entre-temps, sous Damiba, avec le Niger, on était beaucoup plus, le rapprochement est plus qu'avec Ibrahim et Bazoum. C'est la même chose. Le Mali, on est plus rapproché qu'avant. La Côte d'Ivoire, on est moins distante, alors qu'avant, on est plus distante qu'avant. Donc, c'est en fonction de ceux qui sont à la tête des pays, de leur orientation, de leur façon de voir les choses. Espérons que les choses vont bien se passer pour le bonheur des populations. Sinon, pour la visite de Paul Kagame, entre Kagame et Talon, c'est le parfait amour. Le Rwandais fait des vols réguliers et ces deux messieurs-là s'entendent très bien parce que Talon s'est encastré également dans la vision de voir les choses. Il est aussi dans une logique de rejoindre le Commonwealth. Il s'y prépare si les conditions lui permettent. Donc, ça c'est une visite tout aussi naturelle, compte tenu du rapprochement entre les deux. Mais maintenant, bon, j'ai dit pour le Niger, c'est les questions sécuritaires, mais aussi les questions de développement, parce que les pays commercent ensemble, et les deux d'ailleurs vont de pair. Entre Talon et Kagame, c'est le parfait amour. On dit même que Talon prend exemple sur Kagame. En tout cas, cette visite de Mohamed Bazoum, le président nigérien au Bénin, est à la fois sur des questions sécuritaires, peut-être davantage sur des questions sécuritaires, mais également sur des questions économiques. La délégation nigérienne se rendra d'ailleurs à Sémépodi, c'est à quelques kilomètres de Cotonou, où se trouve la station terminale du pipeline export Niger-Bénin. C'est un oléoduc de près de 2000 km entre les deux pays pour exporter le pétrole nigérien. Les travaux de ce pipeline, qui doit s'étendre sur 684 km du côté béninois, ont été lancés en mai 2021 et doivent prendre fin en 2023. C'est un bel exemple de coopération sud-sud qu'il faudrait donc magnifier, étant entendu que Cotonou, le port de Cotonou reste un débouché maritime privilégié pour le Niger. Ainsi s'achève cette audience du tribunal de l'actualité. C'est la première de la 11e semaine de l'année 2023. Elle est consacrée au rapport de la LCE sur les irrégularités financières constatées dans 3 importantes institutions de la République. Nous avons brièvement évoqué la visite de travail qu'effectue actuellement au Bénin le président du Niger, Mohamed Bazoum. Merci Bernard Bougman. Merci, président. Merci à Geoffroy Vara. Merci. Et merci aux équipes techniques de réalisation ainsi qu'à vous tous, auditeurs et auditrices de Watt FM, téléspectateurs et téléspectatrices de Tri TV, pour votre fidélité et pour votre attention. Hommage à toutes nos forces combattantes et prompt rétablissement aux blessés et aux malades. Prenons soin les uns des autres en attendant de retrouver le tribunal de l'actualité demain, mêmes heures, mêmes antennes, toujours avec un maillet aussi juste, incisif et sans complaisance.